Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Dans une précédente vidéo sur la mode en Asie, et d'ailleurs je vous mets le lien en description, j'avais essayé de vous faire voyager en vous parlant des modes locales, des grands comportements de consommation, des grandes marques qu'on y trouve, parce que moi-même j'y avais vécu ou j'y étais resté assez longtemps, et du coup c'était le fruit de mes observations. Dans cette nouvelle vidéo, on va parler de l'Italie, de l'Angleterre et de l'Allemagne. Là encore, l'objectif, c'est pas du tout de schématiser tout un pays et de mettre tout un peuple dans une case, mais plutôt de vous donner, moi, mon impression, mon ressenti, et vous avez tout à fait le droit de ne pas être d'accord, et on peut tout à fait en discuter dans les commentaires. Alors, on commence tout de suite avec un pays et sa mode que j'adore, l'Italie. L'Italie, j'y suis allé beaucoup. J'y suis allé pour le loisir, comme plein de gens qui m'écoutent dans la vidéo. Ou en tout cas, je vous souhaite d'y aller rapidement. C'est un pays génial du nord au sud. Mais j'y suis aussi allé beaucoup pour le travail. Parce que en tant que passionné de mode, c'est quand même là-bas que les choses se passent. Que ce soit à Florence ou à Milan, avec les grands designers et les grands salons de mode comme le Pitti Uomo. Ou aussi dans les petites vallées paumées, notamment dans les contreforts des Alpes, près de Biella, où là on trouve des savoir-faire inégalés. Et quand on aime l'artisanat, l'Italie, c'est vraiment l'endroit où il faut être. La plupart des entreprises sont assez petites d'ailleurs. 90% des entreprises industrielles italiennes comportent moins de 100 employés. Et y aller, c'est vraiment un voyage. Vous avez encore vraiment des endroits qui n'ont pas bougé depuis 50 ans, où le patron et tous les collaborateurs se retrouvent dans une arrière-cuisine avec la mama qui leur fait les pâtes chaque midi. Et partager ça avec nos partenaires italiens, c'est une expérience unique. Et rien que pour ça, j'adore y retourner. Et ces entreprises, elles ont beau être souvent à taille humaine, il n'empêche que la mode, c'est un enjeu colossal pour l'Italie. Les exportations italiennes ont représenté en 2017 61 milliards d'euros. C'est dire si c'est un business qui fait vraiment vivre beaucoup de gens là-bas. D'ailleurs, les plus grands tisseurs sont italiens. Ça va de petites unités mais mondialement reconnues, comme par exemple Ferla, un des tisseurs qu'on utilise dans la ligne Bonne Gueule, qui nous fait par exemple des tissus de mélange laine, soie, lin, cachemire, complètement incroyables, mais aussi des énormes cathédrales comme l'Europiana, qui est le plus gros producteur de tissus de costumes au monde. Et si c'est souvent en Italie qu'on finit pour trouver nos étoffes, leur savoir-faire ne s'arrête pas là. C'est un pays qui a été précurseur sur les tanneries. C'est un pays qui est encore incontournable pour tout ce qui est la filature, donc vraiment le fait de produire un fil, pas seulement un tissu, un fil qui sera ensuite tricoté. C'est aussi là-bas, par exemple, que nous, nos grosses mailles, on les produit parce qu'il y a des savoir-faire uniques. Par exemple, le fully fashioned, c'est le fait de faire tout un pull sans aucun coup de ciseau. Tout est tricoté, ça permet d'avoir une coupe parfaite sur le pull, et en plus d'être extrêmement éco-responsable puisqu'il n'y a pas de gâchis. Et je pourrais encore vous parler des cravates autour du lac de Côme, des mégisseries, des petits tailleurs romains, milanais et de toutes les subtilités qu'on trouve dans chaque village en Italie, mais ce serait vraiment sans fin. L'Italie, ça pourrait vraiment être une vidéo de 3 heures. La mode en Italie, c'est pas qu'une histoire d'entreprise, c'est parfois même une histoire de personnes. Parce que beaucoup de ces entreprises de moins de 100 personnes, souvent elles n'en comportent qu'une. Dans beaucoup de villages, dans beaucoup de villes en Italie, on trouve encore des chemisiers, on trouve encore des tailleurs qui vont faire sur mesure des vêtements incroyables, parfois à la main, à des prix tout à fait acceptables. On peut trouver des chemises à peu près 150 euros qui devraient coûter 300 ou 400 euros si elles étaient vendues par une marque de luxe. Et grâce à toutes ces personnes qui entretiennent les savoir-faire, il en résulte qu'il y a une sorte d'élégance classique qui résiste en Italie. Si vous allez un jour à Milan et que vous prenez un café sur la terrasse du Duomo, c'est impossible de ne pas remarquer que le niveau d'élégance, il est là-haut, quoi. Et si chaque ville italienne a ses spécialités culinaires, chaque ville a aussi sa propre cuisine pour faire la mode. Ça se voit par exemple sur la forme des vestes. Si vous allez à Naples, il y a ces épaules de costumes qui sont très en pagode. Si vous allez par exemple plus au sud, on va trouver des vestes sans aucun épaulage, donc totalement déstructurées. Et si on se rapproche du nord, là on va retrouver des styles un petit peu plus français, avec des épaules plus équilibrées en termes de quantité de rembourrage et de structure. Une autre particularité du style italien, c'est qu'il est flamboyant. Les Italiens, ils investissent beaucoup dans leurs vêtements, ils sont très séduits par la nouveauté, et ça nous fait des tenues beaucoup plus colorées. J'ai aussi envie de vous parler de Milan, parce que c'est une ville qui est à l'image de son pays. C'est une ville où il y a vraiment des contrastes forts et où tout existe. À la fois ces fameux petits tailleurs dont j'ai parlé, et puis aussi, si vous allez sur la Via Monte Napoleone, là on est dans le bling bling le plus extrême,
avec les dames manifestement assez tournées vers la chirurgie esthétique, qui trimballent leur petit chihuahua, leur micro-chien, là, vous voyez, les trucs qu'ils mettent dans les sacs. Et une rue plus loin, ben, vous allez voir les showrooms de marques géniales comme Cucinelli, qui font des trucs mais tellement élégantes, à l'opposé de ce bling que j'aime pas trop. C'est aussi ça l'Italie. Et le juste milieu entre ce bling bling totalement assumé et affiché et cette élégance extrême, ben, c'est peut-être le Pitti Uomo à Florence. Le Pitti Uomo, c'est un salon qui se tient 2 fois par an et c'est le centre du monde de la mode masculine pendant quelques jours. Il y a des acheteurs du monde entier, donc des propriétaires de boutiques du nord de l'Europe, du Japon, des Amériques, de partout, 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 qui viennent pour découvrir de nouveaux labels et passer des commandes pour ensuite importer ces vêtements dans leur pays. Et d'ailleurs, si tu veux, on te met le lien, on a fait pas mal de vidéos sur le sujet. La preuve que les Italiens adorent la mode, c'est que là-bas, le plus gros site de e-commerce, c'est pas Amazon, c'est pas non plus un site de vente de billets de concerts ou de voyages, et ben non, c'est Zalando, un site de mode. S'il n'y avait qu'un seul style qui résumerait l'ensemble du style italien, bah, ce serait évidemment tout ce qui tourne autour du costume et du sartorial. Mais les Italiens, ils ont une manière bien à eux de donner des twists à la manière de porter le costume. Bien souvent, ils vont porter un costume, mais ils vont aussi le mélanger avec des petits détails d'inspiration militaire. Par exemple, des motifs camo qui peuvent se retrouver sur le tissu d'une chemise, ou sur une cravate, ou sur une pochette. Il y a vraiment ça, et c'est assez marrant à l'opposé de voir les Japonais, qui eux, quand ils vont porter un costume, ils vont plutôt le mélanger avec des détails workwear, avec des grosses laines bouillies, avec des coupes de costumes qui ressemblent plus à des vêtements du début du 19e siècle. Donc ils ont beau tourner autour du costume, et ça a beau pas être la seule nation qui en utilise beaucoup, ils ont quand même leur manière à eux de le porter quoi, et de le twister. Encore une chose que j'aime beaucoup en Italie, et qui rend cette mode vraiment très humaine, très personnelle, c'est le rôle qu'a encore le commerce de proximité, le commerce physique. L'Italie, c'est un des pays en Europe qui a le taux de pénétration du e-commerce le plus faible. Dit autrement, les gens font encore beaucoup leurs courses dans des boutiques où ils ont confiance dans les vendeurs, où ils peuvent bénéficier de vrais conseils, où dans chaque petite ville, ben, il y a ces boutiques qui sont de véritables institutions. Et ça aussi, ça participe à la transmission d'une culture vestimentaire qui se transmet de père en fils, mais aussi des boutiquiers vers leurs clients. Et si vous pensez que ces boutiques, c'est que des petits business familiaux, alors là, détrompez-vous, hein, à nouveau, il y a vraiment de tout. Milan, par exemple, détient quand même une quantité impressionnante de boutiques de luxe, totalement à la pointe en termes de décoration d'intérieur. Et puis l'Italie, c'est aussi un pays qui a été à la pointe pour les concept stores, avec des concepts comme Ten Corso Como. Un concept store, c'est une boutique où en fait vous allez retrouver un mélange d'objets de déco, de vêtements, et souvent vous allez aussi pouvoir grignoter un bout ou boire un café. Je vais revenir un petit peu sur le e-commerce, parce que là encore, on a cette espèce de paradoxe italien qu'on retrouve vraiment dans tout ce qu'ils font. Ça a beau être un pays, comme je l'ai dit, où les gens achètent très peu en ligne, est-ce que vous saviez que Yoox, eh ben, c'est italien? Et Yoox, c'est vraiment un champion international. Ça a beau être né dans un pays où les comportements d'achat passent pas par le web, c'est quand même un business qui a racheté le grand champion anglais qui est Net-a-Porter, Mr Porter. Autre business italien complètement fou, Luisa Via Roma. Un site e-commerce où vous allez pouvoir trouver mais tout et n'importe quoi, hein. Je crois que la dernière fois que j'y suis allé, j'ai vu des espèces de cannes complètement bling bling avec des bijoux sertis et une tête de chien en guise de pommeau. Et pour finir, 3 marques de mode que j'adore en Italie. La première, c'est Aspesi, qui finalement ressemble pas mal à Bonne Gueule, parce qu'il y a cette espèce d'aspérité dans le vêtement. Ils utilisent aussi pas mal de matières japonaises. Ils font beaucoup de sweatshirts, pas mal de pièces de pluie. Ils ont des chinos aussi qui sont assez sympas. Une autre marque que j'adore, c'est Fortella. Ça ressemble pas mal à Aspesi, mais il y a un côté encore plus vintage, encore plus brut, avec beaucoup de rééditions de vieilles pièces des années 50, beaucoup aussi avec des influences militaires. Et enfin, Cucinelli, qui est vraiment un des gros symboles de l'élégance italienne dans le monde pour les hommes. C'est une sorte de marque qui serait à la fois très dans le formel, le costume, mais qui arriverait à le rendre très doux en utilisant massivement des cachemires, des baby alpagas, des bébés yak, vraiment des fibres dans lesquelles on a envie de se lever, un peu comme une couverture en hiver, tout en portant un super costume qui en jette. Par contre, je vous préviens, c'est du luxe, hein, donc il va falloir casser quelques tirelires. Maintenant, je vais vous parler de l'Allemagne, un pays que je connais bien parce que, étant alsacien
et ayant passé les 17 premières années de ma vie là-bas, bah, j'ai souvent eu l'occasion d'y aller et de me faire pas mal de copains allemands. Et aussi, il y a quelques années, on a étudié des pistes de diversification internationale pour bonne gueule. Et l'Allemagne, c'est vraiment l'endroit qui nous a le plus parlé, parce que les Allemands, ils ont pas mal de points communs en fait avec les Français dans les mécaniques d'achat. Ils cherchent beaucoup de la qualité, ils cherchent du confort, ils cherchent aussi des vêtements avec une sorte de justesse dans le rapport qualité-prix, donc des choses qui nous parlent chez Bonne Gueule. Mais ils sont aussi très particuliers parce que là où dans la plupart des pays, ce qui ressortait comme facteurs principaux d'achat, c'était quand même le style et le prix, etc. En Allemagne, dans toutes les études, c'était le confort et le confort, quoi. Et quand les Allemands parlent de confort, ils le font pas à moitié. Si certains pays vont mettre des influences militaires dans leur style pour le look, les Allemands, eux, ils vont les porter simplement parce que c'est solide et encore une fois très ample, très confortable. Et ils vont porter des vrais vêtements militaires, sans doute un héritage aussi de toute la présence militaire de l'après-guerre et de la guerre froide. Et quand ils ne portent pas directement des vêtements militaires, ils vont porter des vêtements outdoor, même à la ville. Les marques qui ont le plus de succès en Allemagne sont des marques qui vont faire souvent des gros anoraks ou des grosses pompes. On peut par exemple citer Jack Wolfskin, Timberland, ou tous les labels assez costauds qu'on trouve dans le nord de l'Europe, comme par exemple Gant. L'autre truc vraiment étonnant en Allemagne, mais finalement hyper logique, c'est que là où la plupart des nations européennes regardent souvent la nation juste à côté pour s'habiller, par exemple en France on regarde beaucoup les Anglais et les Allemands, ou les Italiens regardent un peu ce qu'il y a autour. Bah eux les Allemands, ils regardent pas ce qu'il y a autour, ils regardent ce qu'il y a beaucoup plus haut. Ils regardent les Scandinaves. Et pourquoi? Ben, je vous le donne dans le mille, c'est parce que les Allemands, en moyenne, ils font 7 cm de plus que les Français. C'est pareil pour les chaussures, ils chaussent beaucoup plus grand. Et du coup, ça limite quand même vachement le choix de marques dans lesquelles ils peuvent se sentir confortables. Et c'est là que les labels qui vont être le plus achetés par les Allemands, souvent, sont des marques soit danoises, soit des Pays-Bas, soit directement de Scandinavie. En ce qui concerne l'Allemagne, pour un consommateur de mode français, c'est vrai que le choix est quand même assez limité. Parce qu'en Allemagne, le marché il a tendance à se diviser en deux. D'un côté, on va avoir l'ultra low cost, un peu comme ce qu'on a en Angleterre, et puis malheureusement de plus en plus en France, avec des enseignes mais super cheap, qui fabriquent tout dans des pays à très bas coût et dans des très mauvaises conditions, comme par exemple le grand magasin TK Maxx. Ou alors, à l'opposé, de l'ultra qualité, et c'est là que ça redevient un petit peu intéressant, même si le style n'est pas toujours au rendez-vous hein, pour un Français. Mais il y a quand même un business que j'aime beaucoup, jetez-y un œil, c'est Manufactum. Manufactum, à la base, ça a commencé comme des boutiques de périphérie de centre-ville, mais uniquement orientées sur l'ultra qualité. Vous allez retrouver par exemple du matos de jardin, des tentes, des chaises, de la vaisselle et aussi des vêtements, à chaque fois dans des trucs, des matières, des montages super résistants. C'est vraiment le truc le plus bourrin qui puisse exister, mais vous en aurez vraiment pour votre argent. Par exemple, côté style, on va retrouver chez eux du SNS Herning, du Eschung, et puis du coup ben, des marques allemandes du même cru. La dichotomie Est-Ouest en Allemagne est tellement importante qu'une ville comme Berlin, sur un indice 100, elle va avoir 93 de pouvoir d'achat, là où Munich va avoir 132. Ça veut dire concrètement qu'un Munichois a en moyenne 50% plus de pouvoir d'achat qu'un Berlinois. Cette différence entre l'Est et l'Ouest, elle se répercute aussi beaucoup sur les styles, parce que selon les endroits où il y avait des bases américaines ou une culture contestataire par rapport au pouvoir en place, notamment avec l'occupation soviétique, eh bien, on a des sous-cultures qui se sont développées. Et aujourd'hui, à Berlin, ben, il y a beaucoup de surplus militaires, on utilise beaucoup de vêtements militaires détournés, là où à Munich, ben, on s'habille de manière plus traditionnelle. Et c'est pas étonnant à Munich de croiser encore des mecs qui portent des lederhose, donc ces fameux pantalons en cuir avec des bretelles. On en croise vraiment des gens comme ça qui portent ça, c'est normal là-bas quand on est de passage le temps d'un week-end dans cette belle ville. Preuve en est que Berlin est vraiment unique dans le paysage allemand, c'est qu'on y trouve Ice Snobiety. Ice Snobiety, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le grand concurrent de Hypebeast, un des 2 leaders mondiaux des médias qui traitent de culture streetwear ou hype, qui font par exemple la couverture de toutes les releases des derniers modèles de Nike super édition limitée qui viennent de sortir. Et ben, c'est à Berlin, alors que c'est pas du tout des choses qui intéressent le reste des villes allemandes dans leur majorité. L'Allemagne, dans son ensemble, c'est aussi un pays leader dans la RSE.
Par exemple, en Allemagne, il y a une chaîne de 15 magasins qui est assez cool à aller voir, ça s'appelle Kauf dich glücklich, qui veut dire achète de manière chanceuse, et qui propose en fait à chaque fois des petits coins buvettes, café, et en même temps toute une sélection d'articles qui sont conçus dans le respect de l'humain et de l'environnement. En ce qui concerne le e-commerce, les Allemands ont vraiment leur manière à eux de faire du shopping sur Internet. Ce sont les champions du taux de retour. En Allemagne, plus de 40% des vêtements sont renvoyés. Ça s'explique parce que, historiquement, en Allemagne, il y avait énormément de vendeurs par correspondance à l'époque des catalogues, comme La Redoute d'il y a 30 ou 40 ans. Et dans le cadre de cette vente par catalogue, les commandes étaient seulement payées quand le postier vous apportait le vêtement et que vous choisissiez de le garder. Et c'est encore ce qui se passe en Allemagne. Les postiers arrivent, et c'est seulement quand il y a acceptation du vêtement que la carte bancaire est débitée. Et le postier, parfois aussi même, il vous laisse essayer le vêtement dans la pièce d'à côté, et vous pouvez directement lui le rendre. Donc ça facilite vachement les retours, et c'est ce qui fait que les Allemands, ils en abusent un peu. Et justement, ce taux de retour, il est tellement important que c'est un des principaux facteurs d'échec des marques internationales qui tentent de s'implanter en Allemagne. Par exemple, Feu Menlook, qui était un gros site e-commerce en français, ils ont racheté un business allemand qui s'appelait Frontline Shop, et les taux de retour chez Frontline, ils étaient tels que ça entraînait toute la structure jusqu'à la faillite. Mais ce taux de retour élevé, il y a des entreprises en Allemagne qui ont vraiment su en tirer parti. Par exemple, Zalando, qui vend des vêtements à des prix assez accessibles mais pas de très bonne qualité. Leur stratégie, c'est de pousser les gens à l'essayage, de commander 2, 3, 4, 5 vêtements, quitte à en renvoyer tous sauf un, parce qu'ils ont développé une telle logistique qu'ils arrivent à traiter efficacement ces taux de retour, donc à des coûts réduits, et que les autres concurrents n'arrivent pas à les suivre sur ce terrain. Mais évidemment, ce genre de stratégie qui incite le gens au retour compulsif, c'est pas très écologique, c'est pas très éthique. Et si le sujet vous intéresse, j'ai aussi fait une vidéo où je parle du taux de retour chez les e-commerçants. L'autre concept d'entreprise pas très éthique qu'on trouve en Allemagne, mais bon, on les aime quand même, nos chers voisins, c'est la copie de business qui ont marché dans d'autres pays et qu'ils relancent du coup avec des gros capitaux. Il y a même des entreprises comme Rocket Internet qui se sont fait une spécialité de ce genre de copycat, on appelle ça, donc des copies de business. Par exemple, Rocket Internet a copié l'entreprise Zappos, qui était précurseur aux États-Unis dans la vente de chaussures sur Internet, et ils ont créé Zalando. Et ça, ils le font dans tous les secteurs. Par exemple, si je prends la nourriture, peut-être que certains d'entre vous utilisent Deliveroo. Deliveroo a été copié par à nouveau Rocket Internet, et ils en ont fait l'entreprise qui s'appelle Foodora. On finit traditionnellement par les 3 marques que j'aime dans ce pays, et j'avoue que j'ai eu du mal à en trouver 3 parce que, comme je l'ai dit, c'est quand même assez pauvre le paysage stylistique allemand, mais il y a quand même Acronym que je trouve extrêmement intéressante. Acronym, c'est une entreprise qui fait des vêtements techniques avec vraiment des matières du futur, et en fait, ils sont super forts pour trouver plein de fonctionnalités aux vêtements sur des poches cachées, des manières de replier les capuches, de cordons de serrage, d'endroits pour stocker votre smartphone. C'est vraiment une marque complètement dingue sur le design, quoi. Et aujourd'hui, ils font même des collabs, par exemple, avec Porsche. Et une autre marque que j'aime beaucoup, à l'opposé, c'est Merz-Bechfanen. Merz-Bechfanen, c'est une entreprise qui refait fonctionner des métiers à tisser qui datent du tout début du XXe siècle, dans la forêt noire, pour faire des sweatshirts ou des t-shirts, un peu à la manière de ce qu'on a chez Toki, nos fournisseurs japonais qu'on utilise régulièrement pour faire des sweatshirts. Et troisième marque, et là, je vous avoue que je sèche. Et on finit avec une grande nation du style, le Royaume-Uni. Et je peux vous dire que là-bas, les marques qui font de la qualité, elles sont légion. Et elles ont même un label royal qui les distingue, parce que selon les familles royales qui utilisent ces marques pour leur propre usage, elles ont le droit d'afficher par exemple les écussons de la famille royale du Kent ou d'Écosse, etc. Il y a plusieurs sceaux, et par exemple Barbour, c'est la seule marque du UK qui détient en fait 3 labels des différentes familles royales. D'ailleurs, Barbour, c'est une marque dont on a pu visiter les chaînes de montage, et je peux vous dire que c'est impressionnant l'effort qu'elles mettent encore aujourd'hui dans la qualité de leurs vêtements. Et il y a plein de marques comme ça qu'on a pu rencontrer, que ce soit en Écosse, que ce soit en Angleterre, lors de nos différents voyages, soit pour aller rencontrer des façonniers, soit pour aller simplement découvrir des idées à ramener en France au sein de nouveaux concepts de boutiques. Et ce qui explique qu'on trouve encore autant de marques de qualité sur place, c'est parce qu'il y a aussi encore de la production locale. Par exemple, une marque historique comme Margaret Howell
possède son propre atelier de montage. Et je pourrais aussi citer John Smedley, qui fait des pulls d'une qualité incroyable. Ou bien encore H.C.H. Kelly, toute petite marque qu'on adore chez Bonne Gueule, tant pour ses mailles, ses pantalons que ses manteaux. Et puis bien sûr, l'Angleterre, c'est une des grandes nations du soulier. Je te mets à cet effet le lien vers l'article de Benoît qui te racontera son voyage au championnat du monde de la patine, ou bien un autre article sur la visite de Barbour, un fabricant de souliers en Angleterre qu'on utilise pour nos propres chaussures. Malheureusement, il y a un troisième savoir-faire historiquement associé à l'Angleterre qu'on a de plus en plus de mal à trouver aujourd'hui. Il s'agit du sur-mesure. Et si on va aujourd'hui sur le légendaire Savile Row, la rue qui regroupait historiquement tous les tailleurs, eh bien, on doit constater qu'il y en a de moins en moins et que de plus en plus, ils sont remplacés soit par des boutiques de prêt-à-porter de luxe, soit par des boutiques qui font du sur-mesure, mais en réalité qui n'est pas réalisé sur place. On a simplement ce qu'on appelle de la demi-mesure industrielle, donc des gens qui vont vous prendre vos mesures et ensuite qui vont les envoyer à des ateliers, parfois très loin de l'archipel. L'autre truc qui fait vraiment mal au cœur aux passionnés que je suis, et surtout connaissant l'héritage de la mode dans les îles britanniques, c'est l'omniprésence du low cost. À l'image de Primark, l'enseigne irlandaise qui s'est massivement implantée en Angleterre puis dans le reste de l'Europe et du monde, il y a beaucoup d'enseignes comme ça en Angleterre. On peut citer par exemple Topshop ou Forever 21. Et en ce qui concerne les concepts en ligne, Asos, c'est pas beaucoup mieux. Et la raison pour laquelle on voit tellement de concepts comme ça en Angleterre, c'est parce que pour le consommateur, les trois principaux critères d'achat sont le prix, le service après-vente et la confiance dans la marque. Et finalement, le lieu de production, il n'est pas si important que ça dans les critères d'achat. Après, on saurait jeter la pierre sur les Anglais, parce qu'en France, on est quand même assez similaires malheureusement. Côté look, c'est assez marrant, je trouve que c'est un petit peu structuré comme au Japon. Quand on prend les transports en commun, c'est beaucoup de gens habillés de manière très formelle, et dès qu'on rentre dans certains quartiers, on retrouve des sous-cultures. Dès qu'on prend l'Eurostar, on se rend compte qu'il y a une grosse culture autour de l'habillement formel. D'ailleurs, en Angleterre, dans les banques, c'est beaucoup plus strict qu'en France. Par exemple, dans certaines institutions, on peut encore vous reprocher de venir avec des chaussures marron en cuir, parce qu'il n'y a que le noir qui compte, ou bien de ne pas porter de cravate. Et si on trouve autant de costumes, c'est assez logique, parce que l'Angleterre, c'est quand même une des grandes places financières dans le monde, bien plus que Paris, Berlin, etc. Et à l'inverse, dès qu'on rentre dans certains quartiers, on va trouver des sous-cultures. Et l'Angleterre, là aussi c'est logique, c'est le terreau de très nombreuses sous-cultures depuis plus d'un siècle. Il y a eu par exemple les mods, il y a eu les punks et autres rockers. Côté e-commerce, l'Angleterre est un des plus grands marchés au monde, et de très loin le plus gros marché européen. Les Anglais adorent littéralement le e-commerce et dépensent chaque année 175 milliards pour leurs achats en ligne. C'est très loin devant les 92 milliards des Français. Et ce n'est pas un hasard si la plupart des champions européens, voire mondiaux du e-commerce, sont des entreprises anglaises. Matches Fashion, Essence, Clothing, Farfetch, Mr Porter, Net-à-Porter, et franchement encore, j'en oublie. Bon, et peut-être que j'oublie Asos un petit peu volontairement. Par contre, au niveau des marques anglaises dont j'ai envie de vous parler, alors là, c'est l'inverse de l'Allemagne. Je vais avoir du mal à me limiter à 3. Je pourrais par exemple vous parler de Margaret Howell. Elle a vraiment un style ouf, quoi. Il y a un truc très protestant, presque amish dans les tenues, mais toujours super à propos et des vêtements que vous pourriez porter et les mixer avec quasiment n'importe quoi. Et ce qui est fou, c'est que les matières sont locales et que la fabrication est locale elle aussi. L'entreprise possède, comme je l'ai dit, ses propres outils de production. L'autre marque que j'adore, c'est Marechi. D'ailleurs, on a même fait une collaboration avec eux sur un vêtement, sur une espèce de pantalon avec une coupe carotte. Marechi, leur slogan, c'est Uniform for the Military Pacifist, parce qu'en fait, on va trouver énormément de motifs camouflage, mais à chaque fois, ils vont en détruire l'utilité en mettant par exemple des grosses bandes réfléchissantes ou oranges. Mais il n'y a pas que des vêtements flashy chez eux, il y a aussi des coupes qui sont super bien travaillées si vous aimez le streetwear. Franchement, c'est une marque qui vaut le coup. Autre marque que j'adore, S.E.H. Kelly, qui fait plein de petites pièces et qui les vend finalement pas si cher que ça, malgré le coût de la fabrication locale en Angleterre. Et comme je vous ai lésé d'une marque par rapport à l'Allemagne, et que de toute façon, vous connaissez déjà tous les très bonnes vestes Barbour, d'ailleurs n'hésitez pas, petite astuce, à prendre les modèles femmes si vous êtes à peu près dans ma morphologie, il y en a plein qui font totalement illusion. Et je vous donne quand même une marque de plus que j'aime beaucoup, c'est John Smedley. John Smedley, c'est une des marques qui fournit par exemple James Bond dans ses films en matière de mailles. On y trouve de super beaux polos, plein de petits pulls, que ce soit des cols ronds, des cols V. Il y a vraiment une grosse gamme de couleurs. Et à chaque fois, il y a vraiment un fil de très bonne qualité. John Smedley, c'est vraiment de la bonne balle, et surtout si vous aimez le polo de luxe. Là, il y a vraiment de quoi faire votre bonheur. Et voilà, il est temps de se dire au revoir. Enfin, si vous aimez bien
nos vidéos et que vous voulez en voir encore plus dans votre flux YouTube, laissez-nous le petit pouce bleu, abonnez-vous et je vous dis à très vite de l'autre côté.